Donc, on va passer la parole à nos invités. Je voudrais juste présenter un petit peu rapidement. Je pense qu'ils prendront peut-être un peu plus de temps pour se présenter de manière plus approfondie. Donc, je crois qu'on est très très fiers, en tout cas, de vous présenter, en tout cas, un ensemble d'invités d'aussi bonne qualité, puisque on a à la fois des personnes responsables du monde syndical paysan, on a des gens qui travaillent ici en France, on a des gens également qui travaillent en Afrique, et donc là, pour la première fois, on a le bonheur de vous présenter ces deux partenaires africains. Donc Claude Giraud, à ma droite, qui est responsable à la Confédération paysanne pour les relations internationales et qui, à ce titre également, représente la Confédération paysanne au conseil d'administration d'Attaque France. On a également Valentin Consada, qui est maraîcher et qui est, alors Claude également est maraîchère, je pense que je peux dire aussi. Valentin, donc, qui est maraîcher, qui est président d'une plateforme, la plateforme des agriculteurs togolais, et qui également représente également dans un ensemble plus vaste de paysans d'Afrique de l'Ouest, donc cette plateforme-là. On a également Aliou Sankouli Baldé, qui est éleveur, qui est président d'un syndicat d'éleveurs à Kolda, au Sénégal, si je ne me trompe pas. Voilà. Et on a également Marc Gauthier, qui est président de l'AFBI en Saône-et-Loire. Donc d'ailleurs, je tiens à remercier au passage pour son aide précieuse pour nous avoir aidé à accueillir un plateau aussi riche ce soir. Donc parmi les personnes également qu'il ne faut pas oublier de remercier, donc, sans quoi évidemment cette semaine pourrait exister, mais elle n'existerait pas de la même manière, c'est bien entendu tous nos soutiens moraux, logistiques, financiers, donc bien entendu le Grand Chalon, également le Conseil régional, le CRID, qui est au niveau national l'association qui chapeaute un petit peu tous les événements qui vont avoir lieu pendant cette semaine de la solidarité internationale. Je me tais parce que je suis un grand bavard et je passe toute la parole à Claude. Bonsoir, moi j'habite Franche-Comté, je fais le marché de Mont-Saunier et puis le reste à Lille. Donc on m'a demandé de présenter un petit peu les enjeux d'une manière globale. Alors je vais essayer de le faire, mais sans apporter de réponse, parce que je pense que ce qui est le plus intéressant ce soir, c'est d'écouter nos amis d'Afrique, parce que ce qu'ils ont à dire, c'est en général assez transposable chez nous. Donc d'abord bien les écouter, puis ensuite faire le lien avec ce qui se passe chez nous, et c'est pas si exotique que ça en a l'air. Alors ce que je voudrais, sur les enjeux et les alternatives, les enjeux pour l'agriculture, ça paraît bête à dire, mais c'est nourrir la planète. Nourrir la planète, c'est nourrir tous les habitants de la planète, pas que ceux qui ont des moyens. Ça paraît également évident, mais ça devient presque une gageure, parce que c'est dur pour nous, parce qu'il y a la crise, et c'est dur pour eux, pour toutes sortes de raisons, et entre autres parce que notre agriculture occidentale, productiviste, subventionnée, inonde leur marché et empêche leur agriculture à eux de se développer. Voilà. Mais ça, je crois qu'on pourra y revenir, et je crois qu'ils le diront beaucoup mieux que moi. Nourrir la planète, c'est produire de l'alimentation, et c'est un deuxième enjeu, parce que maintenant apparaissent sur le marché de l'agriculture toutes sortes d'acteurs pour qui l'agriculture est une opportunité de spéculation, une opportunité pour produire des agrocarburants ou pour produire toutes sortes de choses qui ont un lien plus ou moins clair avec l'agriculture et quand même souvent assez flou avec l'alimentation. Donc là, ça c'est un vrai problème, et c'est un problème qui est apparu ces dernières années et qui prend de l'importance. Le deuxième enjeu, ce serait peut-être des enjeux de quantité. Vous avez sûrement entendu pas mal de gens pleurnicher parce que
à l'horizon de 2010, il y aurait 9 milliards d'habitants à nourrir sur cette planète, et alors, il faut produire plus, et alors pour produire plus, il faut rationaliser nos méthodes de production, il faut éventuellement avoir des meilleures semences, voire des semences OGM. Enfin bon bref, la rationalisation en agriculture, on sait ce que ça donne, on l'a vécu chez nous, ça signifie un nombre important de paysans qui disparaissent, et bon, monsieur Garret, je ne sais pas, bon, vous êtes élu, l'a dit, ici autour de Saint-Marcel, beaucoup de maraîchers ont disparu, hein, et ce n'est pas que autour de Saint-Marcel, c'est vrai, sur tout le territoire français, sur tout le territoire européen, et ça disparaît très très vite dans les nouveaux territoires européens, les nouveaux venus dans cette Europe, où il y avait beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de petits paysans, en Roumanie, en Pologne par exemple, 40% de la population, et ces gens-là n'ont aucune aide, et ils ne comptent pas dans le paysage, et on leur dit à eux aussi qu'il faut produire plus, qu'il faut rationaliser leurs méthodes. Donc voilà. Alors, des problèmes de quantité, mais des problèmes de quantité, qu'est-ce qu'il faut en penser de ces problèmes de quantité? Parce que malgré tout, l'agriculture, avec toute son armada d'intrants, elle n'a jamais produit plus qu'elle ne produit aujourd'hui. Et il y aurait bien assez pour nourrir toute la planète si seulement il y avait moyen de répartir ces productions, si seulement il y avait moyen de faire des stocks pour faire la soudure dans leur pays, pour qu'en fin de saison, on ne mange pas les récoltes qui étaient réservées pour ressemer, par exemple. Si seulement il n'y avait pas la spéculation avec des opérateurs qui achètent des quantités hallucinantes de céréales pour la simple, c'est un achat fictif, c'est simplement pour attendre que la demande fasse qu'ils gagnent encore plus sur ces stocks, et c'est des stocks qui, pour un temps, ne sont pas dans le marché mondial, et quand, par hasard, le programme alimentaire mondial ou certaines ONG arrivent à avoir un peu d'argent au moment décisif de la fin d'année, eh bien, il faut qu'ils achètent au prix haut ces céréales. Et ça, c'est un vrai scandale, parce que, bon, quelque part, on ne spécule pas avec l'alimentation. Mais bon, apparemment, nous sommes de plus en plus nombreux à le dire, et nous avons encore beaucoup de choses à faire pour que tout le monde l'entende. Voilà. Donc, la dernière chose, c'est produire comment. Donc, produire comment, on vous en a parlé, on l'a esquissé, c'est avec quelle méthode, avec quelles semences, avec quels engrais. Voilà. On sait très bien les dégâts causés à l'environnement par un certain type d'agriculture dans nos pays occidentaux. Si c'est ce modèle-là qu'il faut exporter dans les pays en développement, dans les pays émergents, bien évidemment, ce n'est pas la peine. Et là, je crois que les agriculteurs présents dans la salle ne sont pas d'accord. Tous. Ça, c'est clair. Alors maintenant, les alternatives, parce que les alternatives, elles existent. Hein. Les alternatives, c'est dire non à ce système mondialisé. L'agriculture, on ne peut pas la mondialiser. Les climats ne sont pas les mêmes sur la planète. Les conditions sociales et environnementales ne sont pas les mêmes. L'agronomie n'est pas la même. Donc pourquoi vouloir mettre sur un marché mondial tout le monde sur le même rang? Ça ne tient pas debout. C'est réellement impossible. C'est anti-économique. Et à la sortie, le résultat, on le connaît, c'est un désastre pour tout le monde. Un désastre parce que toujours on va vers le produire plus au moindre coût social et environnemental. Donc nous disons non à ce genre de dérive. Et une fois de plus, nous sommes de plus en plus nombreux à le dire. C'est les organisations paysannes qui disent non, mais c'est aussi la société civile, nos amis environnementalistes, nos amis des organisations de solidarité et une partie du mouvement social, une partie grandissante du mouvement social, je dirais, pas seulement à TAC, mais également dans certains partis politiques de gauche, et je dis bien de gauche. Voilà. Bon, ça va mieux en disant. Alors maintenant, tous ensemble, nous réclamons des politiques publiques justes et solidaires. Parce que c'est possible. C'est possible de faire une PAC juste et solidaire avec le même budget. Il suffit simplement d'avoir le courage politique de chercher d'autres objectifs. Et des objectifs qui soient
généralement admis par la société. On peut produire de la qualité sans que ça soit des produits chers, encore faut-il le vouloir. Parce que quand on nous dit que les produits de la grosse artillerie, de l'agriculture productiviste arrivent moins cher dans les grandes surfaces, elles arrivent moins cher dans les grandes surfaces, bien évidemment, parce que le coût induit en matière de dégâts sur l'environnement ou de disparition des emplois agricoles, c'est la collectivité qui le gère. Mais si on compte tout, je crois qu'il y a bien moyen d'être compétitif et de faire de la qualité à coût convenable pour le consommateur, et même pour les consommateurs pauvres qui sont hélas de plus en plus nombreux. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on cherche de plus en plus à produire local. Donc produire local, c'est faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Et cela, bon, ça marche. Ça marche de toute évidence parce que les consommateurs veulent savoir ce qu'ils achètent et veulent manger quelque chose qui leur convient, je dirais, idéologiquement et en qualité. Mais cela va à l'inverse d'autres politiques, et entre autres de politiques de sécurité alimentaire, et quelque part on assiste à des choses un petit peu bizarres chez nous. C'est que par exemple l'élevage bovin charolais est la première production du département, mais qu'il y aura bientôt plus d'abattoirs dignes de ce nom sur le territoire de Saône-et-Loire. Donc il faut aussi aller jusqu'au bout d'une volonté de relocalisation des productions. Voilà. Ben, je crois que j'ai fait le tour un petit peu de toutes les questions, et puis maintenant vous allez les écouter eux. Merci Claude. Donc un panorama un petit peu global au niveau des enjeux sur la planète. On pensait que ce serait intéressant, après Claude, de laisser parler Marc pour voir un petit peu. Vas-y, tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu fais. Oui, bonsoir à tous. Donc, Marc Gauthier, je suis agriculteur à Génie-sur-Saône, c'est le canton de Saône-et-Grand, où il y a EK2, en production céréalière, viande bovine, et puis on faisait des légumes de plein champ pour le site. On a déjà levé le pied cette année, de toute façon, apparemment, ça va le faire pour l'année prochaine. Donc, moi, je suis membre, je suis responsable départemental d'AFDI, Agriculteur France Développement International. AFDI, c'est une association qui est portée. Qui a été fondée après les sécheresses au Sahel par les organisations agricoles majoritaires, en lui disant c'est pas possible qu'on laisse crever de faim les gens. Au départ, il y a une réaction très très humanitaire, sans le dire. Mais il y a bien le dé de développement dans la vie. Et petit à petit, cette association qui est structurée au niveau national, et après nous, on est une structure régionale. On travaille par section départementale, on est rassemblé au niveau de la bi-région Bourgogne-Franche-Comté. On fait surtout de l'appui à l'émergence d'organisations paysannes dans le sud. Et donc je vais principalement parler de ce que je connais à peu près. Notre partenariat, nous, groupe AFDI Saône-et-Loire, où on est en partenariat avec une région du sud-ouest de Madagascar, la région de Tuléar. En fait, on a répondu, c'est le réseau AFDI national qui a répondu à un appel à projet du ministère de la Coopération en 1994. Le ministère de la Coopération française qui est en relation avec l'État malgache. Et l'État malgache cherchait à faire émerger des organisations paysannes sur place pour avoir des interlocuteurs. Et donc, on s'est pris à ce projet d'essayer de faire émerger une organisation paysanne. Sachant que la philosophie d'AFDI, c'est de dire que c'est autour de l'échange, de nos vécus à nous, agriculteurs au nord et agriculteurs au sud, qu'on peut peut-être trouver chacun de notre côté des solutions. Et donc, on croit fortement à cette histoire de mettre en place des structures agricoles dans les pays du sud pour qu'ils puissent travailler groupés et répondre à toutes sortes de problèmes. Alors, toutes sortes de problèmes, ça veut dire quoi? Dans notre vécu à nous du partenariat avec la région de Tuléar, on les a accompagnés en envoyant déjà sur place ce qu'on appelle à l'époque des jeunes agriculteurs en coopération, les gens qui étaient vraiment dans les villages. On a eu jusqu'à 4 jeunes agriculteurs en coopération qui vivaient au quotidien avec les paysans malgaches et qui essayaient
à la fois de faire un peu de formation technique et puis beaucoup de formation à la structuration sur comment monter des petits groupements paysans, comment faire vivre aussi bien au niveau de la caisse, des réunions, de la tenue des réunions. Donc il y a eu pendant 7-8-10 ans un accompagnement tout un peu structurel quoi, sur comment monter des petites organisations paysannes. Quoi. Et puis le ministère de la Coopération qui finançait en partie cette opération a refilé le bébé, si on peut dire, à l'Union Européenne. Et donc là on est passé un peu à une vitesse supérieure dans le sens où l'Union Européenne a ciblé dans ce type d'aide des zones où vraiment il y a des problèmes de production agricole et d'insécurité alimentaire. Quoi. Et donc ça a permis à cette organisation paysanne de se doter d'un dispositif en personnel assez important, puisqu'ils ont eu jusqu'à 40 salariés. Enfin, rétrospectivement, c'était probablement trop, mais bon. Donc ces 40 salariés, il y avait des techniciens qui faisaient de la formation, à la fois de la formation de base, ils faisaient de la qualification, aussi de la formation technique sur comment produire dans les différentes filières qu'ils ont sur place, c'est-à-dire principalement le riz, mais aussi le maïs, le manioc, un petit peu sur l'élevage, mais pas trop encore, parce que l'Union européenne considérait qu'en zone de sécurité alimentaire, il fallait privilégier la production végétale. Il y avait aussi donc, dans les salariés donc, des chauffeurs, des gardiens, enfin tout un staff à la structure régionale, quoi, de comptables et de directeurs. On a eu 2 programmes de l'Union européenne qui ont permis quand même de bien poser cette structure. Et puis depuis 4 ans maintenant, je crois, depuis que le président Ravalou a été déchu au niveau national malgache, l'Union européenne essaie de faire pression sur la société politique malgache en leur demandant de se remettre un peu en ordre de bataille, puisqu'il y a un président qui s'est autoproclamé, qui n'est toujours pas élu démocratiquement. Ce qui fait qu'ils ont coupé les vivres à un certain nombre d'organisations, dont la Maison des paysans qu'on soutenait. Quoi. Et donc, cette organisation paysanne n'avait forcément pas eu le temps de mettre en place des structures et des moyens d'autofinancement suffisants. Et donc, ils ont été obligés de réduire très très fortement la voilure en termes de nombre de salariés. Il reste une douzaine de salariés maintenant encore à la Maison des paysans. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je vous ai dit qu'on avait fait pendant longtemps de l'appui vraiment à la structuration. Aussi bien nous, paysans en France, que les paysans malgaches, ils en avaient un peu marre d'avoir des coquilles un peu vides qui tournaient sur elles-mêmes sans objectif particulier. Enfin, si c'était quand même de faire de la formation, ce qui était vraiment, ce qui nous paraît la base vraiment la plus essentielle pour que les gens se mettent à vraiment se tenir debout et à envisager l'avenir de leur vie. Et donc, en tout cas, là, ils nous ont demandé, les paysans malgaches, d'avoir un appui plus précis sur des actions plus pragmatiques, si on veut dire. Et en particulier, ils étaient un peu demandeurs de notre expérience en termes de mécanisation groupée. Donc, ça fait 2 ans qu'on a fait appel en Saône-et-Loire et en Bourgogne à un réseau qu'on appelle le réseau des coopératives d'utilisation de matériel agricole, la Fédération des Cuba. Et donc, on est allé témoigner chez eux de comment, chez nous, entre agriculteurs, on se groupe pour acheter des épandeurs affiliés, des bennes à céréales, des herbes pour extraire nos prairies. Et donc, ils ont monté sur leur zone 7 cumas, où ils ont acheté, entre autres, des petits motoculteurs. Parce que sur place, ils travaillaient tout à la main. À Madagascar, ils ne travaillent pas avec une pioche comme dans bien des régions d'Afrique. Ils travaillent à l'engade, une espèce de bêche, un manchement. Donc ils se servent aussi pour piocher à l'horizontale. Et donc forcément, en travaillant tout à la main, ils étaient très très limités en production. Et donc quand une famille exploite à peu près 2 hectares, c'est à peu près le bout du monde, quoi. Et donc ils étaient demandeurs à la fois de mécanisation pour augmenter leur production, pour fournir plus sur la région du sud-est malgache, et aussi pour limiter un peu la pénibilité. Donc on les accompagne sur ce projet climat. On les accompagne toujours aussi sur... c'est un peu lié à la diminution des subventions que l'Union européenne a faites, c'est qu'ils ont choisi de passer par un réseau de paysans qui sont un peu plus formés techniquement, qu'ils ont appelé des délégués techniques, par filière.
dans chaque groupement paysan, il y a un paysan qui s'attelle à essayer de produire un peu plus intensivement, que ce soit en riz, en maïs, enfin sur les cultures différentes. Et donc on suit un peu cet aspect formation des délégués techniques. Qu'est-ce qui va me manquer encore dans le panel de ce... Ah oui, on les a aussi mis j'allais dire, aidés à prendre confiance un peu dans les relations avec le monde bancaire. Ça peut peut-être paraître un peu bizarre, mais donc il n'y a pas de système bancaire de grande banque en milieu rural à Madagascar. Il y a des organismes de microfinance. Et quand Claude, tout à l'heure, tu parlais de problèmes de stockage, forcément les paysans malgaches, ils récoltent tous en même temps, donc ils vendent tous en même temps au moment où les commerçants achètent pas cher. Et ils avaient remarqué comme nous que s'ils avaient plus stocké, ils pouvaient revendre parfois 6 semaines, 3 mois après, beaucoup plus cher, même en empruntant à 4% par mois. Mais ce qui n'empêche qu'il faut quand même avoir une relation de confiance forte, plus qu'une relation de confiance, une relation contractuelle très, très, très établie avec les organismes de microfinance qui étaient prêts à intervenir sur la zone. Et donc il y a eu tout un travail d'accompagnement sur un certain nombre de groupements qui étaient prêts à faire du stockage dans ces conditions-là. Ça n'a pas toujours bien marché, mais pour un certain nombre de groupes, ça a vraiment bien marché. Maintenant, il y a des groupes qui stockent qui ont suffisamment de trésorerie pour ne plus faire appel au système bancaire. Et du coup, certains groupes maintenant sont passés dans la phase suivante et ils ont monté des mutuelles d'épargne entre eux. Ils peuvent épargner éventuellement, faire du crédit d'impôt. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce qu'on a fait. Donc, si vous avez quelque chose à retenir de mon intervention, c'est que on essaie chacun de notre côté, du nord au sud de la planète, de dire chez nous on avait des problèmes de mécanisation, on a mis des trucs en commun ensemble, voir comment on a résolu les problèmes et puis voir dans quel type de structure groupée, collective, eux peuvent trouver à résoudre leurs propres problèmes. Je ne toucherai pas le bouchon, c'est-à-dire qu'on pourrait témoigner sur les mutuelles bancaires chez nous, parce que je pense que notre système bancaire est tellement élevé qu'on est quand même très très loin de ça maintenant. Mais bon, il y a encore certains domaines où on peut témoigner de comment on s'organise. Et donc les échanges se traduisent par des accueils de malgaches qui viennent en France, où on fait aussi des missions de suivi. Soit des paysans, soit des animatrices, puisqu'on a des animatrices à l'Institut régional qui descendent qui vont dans les pays du Sud pour suivre les partenariats. Et donc au niveau région, pour en finir avec la présentation d'Amdi, le groupe de Saône-et-Loire est en relation avec Madagascar. Il y a d'autres groupes départementaux qui sont en relation avec d'autres régions de Madagascar, mais il y a aussi des groupes, en particulier le groupe du Doubs, qui suit des producteurs laitiers au Sénégal, puisque j'ai perdu le prénom, est en partenariat avec eux. Et puis il y a un groupe qui suit aussi des producteurs de cacao sur la filière cacao au Cameroun. Merci Marc, donc tu nous fais une très très belle transition, parce que maintenant on va te passer la parole pour voir un petit peu comment toi tu vois les choses de l'autre côté de la chaîne. Merci. Je vous salue tous. De participer à cette réunion de la conférence de la semaine de la solidarité internationale. Je suis un éleveur de Kolda. Je m'appelle Ali Baldé. J'ai commencé depuis en 1989 à faire de l'élevage avec 3 vaches. Ça signifie, moi je suis orphelin total. Mon père avait des troupeaux, mais ma mère, son frère, a tout bouffé. J'ai trouvé avec ma maman 3 vaches que j'ai héritées avec elle. C'est avec 7 ans que j'ai évolué avec. J'ai commencé à extraire du lait. Elles s'en sont reproduites jusqu'en 2012. Je me suis retrouvé avec 15 vaches. Alors, en même temps, je suis un fils de paysan. Je cultive de l'arachide. Ça, c'est pour la commercialisation. Je cultive du maïs, ça, c'est pour la consommation. Le maïs.
du riz pour aider ma femme dans les rizières. Bon, on n'a pas de mal de surface à cultiver, mais malheureusement, on n'a pas les moyens de matériel pour comment cultiver pour se développer rapidement. Voilà. Bon. Je suis dans une union qui est constituée de 11 personnes. 11 personnes, nos objectifs, c'est faire du lait. La date elle est créée en 1989, quand j'ai commencé on a créé l'union en question. Bon. Nous sommes au nombre de l'objectif du lait, c'est faire du lait dans la région de Kolda. Notre objectif, c'est faire du lait. Bon, la fédération, c'est pas longtemps que j'ai participé à ces. Je suis devenu membre de la fédération, ça fait même pas 2 ans. C'est à partir de 2010, 2011, 2012. Bon, je ne suis pas trop maîtrisé sur là-dessus. Mais la fédération participe à appuyer les éleveurs au niveau de leurs unions, à renforcer leur capacité de production et de formation. Excusez. Bon. Aussi, elle renforce les organisations d'éleveurs et des pratiques. Elle appuie à l'amélioration technique des pratiques et des éleveurs dans leur défense et dans leurs intérêts. Les services rendus, ils sont accès aux intrants. Et si c'est possible, faire des émissions au niveau des médias. Le partenariat qui nous lie entre l'ABDI et les éleveurs de Kolda, c'est le renforcement de la constitutionnelle, c'est-à-dire leur vision stratégique et renforcement de la communication interne et externe, et renforcement de la gestion et la maîtrise de suivi aux membres, consolidation des services, de vulgariser et de conseiller et de services économiques. Et l'appui au processus, la prise de position de force et de proposition. Mon expérience de pilote, je suis éleveur et je suis pilote encore dans mon exploitation, dans mon union. Je suis choisi par les membres, sélectionné par des critères qui ont été définis et respectés à vulgariser aux autres, mis en place et respectés et vulgarisés aux autres. Le produit d'utilisation du fourrage et la culture du niébé, la production et la pratique de la fournaison. Au moment de la pluie, on coupe de l'herbe et on chasse. Au moment qu'il fait pleu, on couvre l'herbe. S'il fait le soleil, après on enlève, on remet. Si une fois on y stocke. Parce que nous, on n'a pas les moyens de se charger de machines. C'est avec la température et avec le soleil qu'on arrive à vraiment exploiter notre fournaison. Voilà. Je suis en sorte que l'utilisation du test du tourteau d'arachide et du sésame en remplacement, la graine de coton. Parce que la graine de coton on dépense plus, tu fais 2 kg de graines de coton,
Et tandis que tu as manipulé 1 kilo de tourteau d'arachide, tu peux avoir plus de 1 litre, plus de 2 litres de lait. Oui. Et le sésame également aussi est plus rentable que la graine de coton. Ça, c'est pour nourrir les vaches. C'est pour nourrir les vaches. Pour nourrir les vaches. Je suis animateur. Je suis animateur dans mon fédération. J'accompagne les éleveurs au niveau de leurs exploitations et le renforcement de leur capacité de production. Je suis présent toujours aux côtés des éleveurs, des accompagnés pour l'application des recommandations des techniques ou des connaissances des formations et identifier des membres des éleveurs en termes de nombre, capacité de production actuelle et potentielle, utilisation de la production et de lieu de livraison. Parce qu'on ne se connaît même pas tous. Il y a beaucoup d'éleveurs, mais s'il y a des problèmes qui sont très saturés, elles se disparaissent, ils ne font pas du lait. S'il y a l'opportunité de financement, ils profitent de revenir et faire du lait. Ils ne sont pas sédentaires. Voilà. Et identification et application des besoins des éleveurs pour la prochaine campagne. Situation de référence, nombre de vaches total, parce qu'on ne connaît pas tous les troupeaux. Et le nombre de vaches lactantes au niveau des troupeaux. Et l'établissement aussi au niveau des maîtrises de l'alimentation. En plus, la quantité de fourrage d'intrants. La production de constitution fourragère, provisionnement de besoins et de disponibilité de serres fourragères. Et aussi l'engagement, parce que on n'a pas d'engagement pour signer un contrat, tel nombre de litres dans ce mois, tu peux avoir ça ou bien dans l'année. Parce que presque la majeure partie des éleveurs refusent de signer. Parce que cette année même, au moment où j'ai en train de faire l'identification des éleveurs, je me suis rencontré à un éleveur, il lui a montré la fiche d'identification, et il a demandé le nombre de vaches total. Bon. Et la maîtrise, je l'ai tout expliqué, il n'a pas voulu vraiment 10 mètres. Et pourtant, il te dit c'est un éleveur, il fait du lait. Voilà. C'est comme ça, je connais à ce niveau. Merci. Merci. Je vais passer le micro à Valentin. Merci madame. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est une belle occasion, une occasion aussi rare dans la vie des paysans que nous sommes de nous retrouver devant des responsables des associations qui militent pour les droits humains et des élus aussi qui sont très intéressés par les problèmes qui touchent à la vie des citoyens du Nord comme du Sud. Vraiment, nous sommes très touchés par votre présence et nous vous remercions de tout cœur. La semaine de la solidarité suppose, dans ma petite pensée paysanne, qu'il y a un problème où il y a des enjeux que individuellement on ne peut pas résoudre. C'est là où on peut parler de la solidarité.
Effectivement, il y a des enjeux, il y a des problèmes face auxquels l'agriculture ou les agriculteurs, les paysans que nous sommes, faisons face. Il y a quelques siècles, des fois quand je m'amuse à lire un peu l'histoire de la France, il y a certaines citations qui me touchent. Lorsque le baron Haussmann disait « Le pastoralisme et l'agriculture sont les deux mamelles desquelles vive la France ». Et je me suis dit, cet homme était un grand homme. Il était un grand homme parce qu'il a compris que le travail de l'agriculteur, le travail du paysan donne la vie aux hommes. Et cette vie, le paysan la tire de la terre. Malheureusement, aujourd'hui, la terre est devenue une marchandise. La terre est devenue un objet de spéculation. La terre qui devait nourrir les hommes est devenue un outil, un objet qu'on peut vendre. Et ce qui fait mal, ce n'est pas une terre qui est vendue à tous les producteurs, mais elle est vendue à ceux qui ne produisent pas pour faire du business. Cela suppose simplement que la vie des hommes est entre les mains d'une poignée d'hommes qui veulent faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent. Et c'est un drame, c'est une catastrophe. Notre monde va dans le mur si on n'arrive pas à arrêter ce fléau. Je n'ai pas les chiffres, je ne connais pas les noms, mais je sais qu'il y a un groupe d'hommes, tant au niveau de nos pays, qui sont riches, qui achètent la terre. Et moi, je ne dis pas qu'ils achètent la terre, ils thésaurisent leurs ressources dans le foncier rural. Ils ont leurs enfants dans les grandes universités, à Washington, à Paris, un peu partout. Mais nous n'avons pas eu la chance d'aller à l'école. Il y a quelques élites qui ont fait peut-être, qui ont été alphabétisées. 80% de la population n'ont pas été à l'école. Ils ne peuvent pas avoir un emploi en ville. C'est la terre là qui doit leur donner du travail. Pas seulement pour travailler, mais pour nourrir le peuple. Et cette terre, aujourd'hui, vous imaginez, on l'achète. Malheureusement, vous savez, celui qui produit n'arrive pas à manger dans les pays du Sud. Sous le poids de la misère, de la pauvreté, lorsqu'il y a un seul élève dans un village qui devient élite, qui a le bac pour aller à l'université, on essaie de vendre tout pour faire de cet enfant quelque chose, un emblème du village. C'est là où on arrive à vendre la terre. Des fois, c'est la madame qui est malade, c'est un accouchement difficile, c'est une morsure de serpent. Face à cette situation où des fois c'est la récolte qui n'a pas été bonne, on est obligé de brader la terre. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas la valeur que la terre a, mais c'est que face à l'impossible, on ne fait que céder. C'est vrai, le monde est fait de telle sorte que nous nous dépassons. Il y a ceux qui décident et ceux qui exécutent. Je profite de la présence des élus ici pour dire que lorsqu'il y a une occasion pour discuter des problèmes de la terre, de l'agriculture, je vous en prie humblement, posez ce problème de la spéculation, de l'accaparement des terres. À tous les niveaux, au niveau même de l'Union, comment on appelle ça, de l'ONU, il faut que le problème de l'accaparement des terres soit discuté ensemble. Sinon, notre agriculture disparaîtra. Tout le monde se retrouvera en ville et notre monde va connaître le chaos. L'autre problème qui constitue un grand défi pour nous, c'est que quand on prend la carte de la nourriture du monde, moi je suis paysan, je parle en paysan. Quand on fait la carte de la nourriture du monde, on se rend compte qu'il y a une part du monde qui ne mange pas à sa faim. Mais de l'autre côté, on en mange trop. Certains meurent de la famine et d'autres meurent de la nourriture. Malheureusement, ceux qui meurent de la faim, du manque de nourriture, n'ont pas les moyens nécessaires pour produire et s'autosuffire. Et il se fait aussi que dans nos pays du Sud, aucun programme, aucune stratégie adaptée, durable, n'est mise en œuvre par nos politiques pour finir avec la famine. Le plus grand crime que l'on puisse commettre, c'est de manquer de nourrir son prochain ou de manquer de manger à sa faim. Et je me dis que si aujourd'hui on ne fait rien, nos enfants nous poseront des questions. Même si on n'est pas vivant, nos tombes répondront. Parce que nous sommes là, le produit de ce que nos parents ont posé comme acte chaque jour. Quel acte posons-nous pour l'avenir de nos enfants?
Aujourd'hui, il pleut quelque part, il ne pleut pas ailleurs. Quelque part, c'est les canicules, ailleurs, c'est les inondations. Et c'est nous qui sommes la cause. Mais malheureusement, les conséquences, c'est le paysan qui les subit. C'est nous. Quand il ne pleut pas, c'est le champ qui ne pousse pas. Quand il ne pleut pas, quand il y a inondation, c'est le champ qui pourrisse. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je voudrais vraiment qu'au cours de cette journée de la solidarité internationale, que cette question, que ce problème soit mis au centre des débats. Que, comme on le dit chez moi, c'est quand les terroristes se mettent ensemble que le toit du roi est rongé. Le toit du roi, individuellement, on ne peut pas l'incendier, on ne peut pas arracher même un brin de paille. Mais quand les terroristes se mettent ensemble, petites qu'elles soient, elles arrivent à ronger le toit du roi. Le toit du roi, c'est le problème qui dépasse les paysans. Donc, face à tous ces enjeux, on ose mettre en place des politiques internationales qui défavorisent la majorité de la population, la majorité des paysans malheureux que nous sommes. Lui, il prend ça ou je prends ma roue. Il faut 45 jours pour labourer un hectare. Et pour un rendement qui va de 10 à 15 quintaux, voire 15 et 20 quintaux quand ça a bien réussi. Mais dans d'autres pays, je ne vais pas citer le nom, quand quelqu'un prend son tracteur, en quelques 2 heures de temps, il a labouré 20 hectares. Comment on peut ouvrir le marché pour que je puisse aller en compétition sur ce marché avec quelqu'un qui fait 110 quintaux, qui fait 120 quintaux à l'hectare? Ne pensez-vous pas que c'est mettre le poussin et le renard dans la même cage pour les embarquer? Je crois qu'il faut qu'on arrive à une justice. Je pense que les droits de l'homme, les droits humains sont universels. Pourquoi on veut mondialiser les marchés, l'économie, on ne veut pas mondialiser la monnaie? Excusez-moi. Sur quelle base l'euro a une valeur de 655 francs plus que le franc CFA, alors que nous sommes tous humains? Commençons par là. Mondialisons l'éducation. Que les universités qu'on a dans les pays développés, qu'on les mette aussi chez nous. Pour que nous puissions avoir les mêmes capacités à aller en compétition. Les joueurs qui sont sélectionnés, c'est sur une base. C'est pourquoi on les met en compétition. Excusez-moi, des fois pour parler, ça me fait mal parce que je travaille, mais je n'arrive pas à manger 3 repas par jour. Et quand une occasion s'offre à moi, je suis obligé de dire la vérité. Même si c'est une vérité qui est choquante, permettez-moi l'occasion, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous parlons du développement, de la croissance. Qu'est-ce qu'on met derrière? Quel modèle de développement voulons-nous mettre en place? Quand ailleurs, c'est l'abus et de l'autre côté du monde, pour aller à l'école, les gens n'ont pas les moyens pour se scolariser. Dans mon village, en classe de terminale, les élèves sont jusqu'à 162 par classe. Ils sont 3, 4 par banc. En terminale, vous imaginez. Il n'y a même pas un centre de formation dans mon pays pour former les paysans qui n'ont pas été à l'école. Où est-ce qu'on va aller avec ça? Donc, je crois que ce n'est pas quelqu'un qui a l'origine, c'est nous tous en commençant par moi, parce que je peux changer les choses si peu. Mais, comme je l'ai dit, si on est ici ensemble, c'est pour une cause de solidarité. Je voudrais demander humblement le soutien de tout le monde pour qu'on réfléchisse profondément à travers toutes les associations qui sont ici, les élus qui sont là, qui peuvent porter au haut nos voix pour que nous réfléchissions à fond sur ces problèmes. Nous avons besoin de la formation professionnelle, du transfert de technologie pour changer les choses chez nous, pour optimiser nos rendements. Victor Hugo disait dans Claude Gueux, au lieu de couper la tête de tout le monde pour dire qu'ils nous ont fauté, changer la tête en leur donnant l'éducation et la formation. Les pays du Sud ont besoin de l'éducation et de la formation. Ça nous paraît très impératif et nécessaire. Donc, je ne voudrais pas parler beaucoup parce que en syndicalisme, on s'appelle camarade. Ma camarade a brossé nous un bon côté du problème. Mon ami aussi en a fait. Je m'arrête ici. Comme il y a une occasion pour échanger par les questions, je vous remercie. Vous ne parlez pas comme un paysan, vous parlez comme un tribun. On a un micro-baladeur, je pense, je ne sais pas si...
Ça fonctionne. Il y a le baladeur plus le micro. Bonsoir, je m'appelle Francis. Je te remercie, cher René intervenant, dans l'exposé avec ton camarade et les autres. Mais je souhaiterais quand même que... Ok, on entend mieux. Je souhaiterais quand même que l'on revienne sur la thématique du débat, à savoir que le vice-président de Grand Chalon a défloré quelque chose dans son discours. D'accord, on parle de la crise. Moi, j'ai la naïveté de penser qu'on est pathogen dans son esprit qu'on appelle l'esprit Raymond Cartier. Certains d'entre vous savent très bien ce que cela veut dire, la Corrèze avant le Sambèze. Et je pense que, monsieur le vice-président, la solidarité aujourd'hui est corrompue par l'esprit Raymond Cartier. Ça fait des années que cela rôde dans les têtes. La crise et la dette aidante, je pense que nous devons continuer à travailler avec les moyens du beurre. Et tant que nous n'avons pas extirpé cet esprit Raymond Cartier, nous allons être des minorités à vouloir agir pour faire avancer les choses. Claude, vous avez dit dans votre exposé qu'il faudrait savoir comment on participe à cette solidarité en réfléchissant globalement et agissant localement. Moi, j'ai un problème économique. Vous savez, quand on est dans un pays qui se préclame à l'universel et que l'on parle de redressement positif national, qu'il faut absolument te remettre au niveau national, à l'instar d'une lotion de Arnaud Montebourg, pour ne pas le nommer, je ne crois pas du tout que l'on puisse continuer à faire de la solidarité si on fait part de notre idéologie de la tentation hexagonale. Ça, c'est la deuxième remarque. La troisième, c'est que, monsieur, vous êtes un jeune paysan. En 1976, Hifikepunye disait qu'il fallait que les paysans africains puissent avoir les moyens mécaniques de résoudre les problèmes de la production en Afrique. C'était un Africain, un paysan avec son tracteur. Ok? René Dumont disait que cette mécanisation à outrance n'est pas forcément rentable, n'est pas forcément utile à l'agriculture africaine. Et je parle sous le contrôle de certaines personnes qui ont été formées comme moi par René Dumont, que ce problème de mécanisation, c'est à vous peut-être de suggérer qu'est-ce que vous avez besoin des pays occidentaux, c'est-à-dire ceux qui sont avancés de manière technique. Dans notre époque, j'étais encore chercheur à l'IREP, on avait proposé la mécanisation de Daba. Vous savez, la houe africaine, etc., qui permet aux paysans de résoudre la pénibilité de leur travail. Aucune entreprise technologique ne nous a suivis. Je pense aujourd'hui que le problème que vous soulevez au niveau de la nourriture et l'agriculture est un problème énorme. Mais je ne crois pas du tout qu'il faille persister dans le raisonnement global et agir local. La preuve, c'est qu'il y a des moments où on acclame les délocalisations, et là je parle sous le contrôle de certains responsables de la municipalité qui avaient des responsabilités au niveau régional. Il y a des moments où on applaudit les délocalisations parce que ça permet à nos entreprises de s'emparer des parts de marché. C'est une logique économique. Mais il y a aussi des moments où on dénonce les délocalisations parce que ça ne nous arrange pas. Ça fait partie aussi de notre rationalité économique. Donc il faut savoir à quel moment on veut collaborer, soit par le biais de la délocalisation ou par le biais de la régionalisation. Dernier mot,
Avant de poser ma question, dernier mot. Si tu veux poser ta question tout de suite, parce qu'on est assez nombreux et... Justement, c'est que je n'ai pas de question particulière. Ah. La question est aujourd'hui, de quelle manière pensez-vous pouvoir agir contrairement aux errements du passé où tout ce qu'on avait fait n'aboutit à rien? Est-ce qu'on demande aux intervenants de répondre tout de suite ou Pour celle-ci, oui, on va demander tout de suite. Ouais. Alors c'est difficile de savoir à qui confier le micro. Enfin bon, moi j'ai cru comprendre dans ce que j'ai entendu des conférenciers, quand même qu'il apparaissait très clairement que le problème de l'agriculture n'était pas un problème technique de mécanisation, mais c'était d'abord et avant tout un problème politique. Alors je ne sais pas si Claude tu veux répondre là-dessus, mais... Je le dis et je le répète, je le répéterai partout. Ce qui m'a amené dans le militantisme paysan, c'est que j'ai vu mon papa mourir en tant que paysan. Et j'étais très marqué. Je suis né en ville, je me suis déplacé, j'ai dit je vais cultiver. Au-delà de mon champ, je veux m'engager dans le militantisme agricole. Paysan, pardon. Un des problèmes que nous avons dans le pays du Sud, c'est nos politiques et nos intellectuels, qui ne prennent pas en compte l'expertise et l'intelligence paysanne que nos ancêtres, nos grands-parents, nos parents nous ont légués. On suppose que quand on n'a pas été à l'école, on ne connaît rien. On n'est pas intelligent parce qu'on est à l'école, on est intelligent parce qu'on est né d'une famille, on a reçu l'éducation, on a des valeurs familiales, on vient d'une communauté. Maintenant, tout ce que nous proposons des fois est mis de côté, on va vous faire des analyses, on va vous faire des graphiques, on va vous dire voilà, la FAO a dit ça, la Banque mondiale a dit ça, il faut faire ça, il faut faire ça, on se met en route. Après 5 ans, on vous dit que ça n'a pas marché. Les mêmes reviennent, disent qu'ils vont faire une évaluation, ils vont faire quoi, étude de quoi, et ils reprennent les mêmes choses. On a eu des financements 5e fait, 6e fait, 7e fait, 8e fait, 9e fait, 10e fait. La Banque mondiale a mis de l'argent, ajustement structurel, c'est le paysan qui subit. Alors que ces intellectuels, la plupart ont été financés sur les recettes de la culture et ils ont eu des bourses. Nous attendons mieux d'eux, mais ils ne mettent pas au centre de leur réflexion, au centre des décisions. Combien de centres de recherche africains travaillent en collaboration avec les paysans? Combien? Tout ce que nous proposons, on suppose qu'on n'a pas été à l'école. Non, je dis non. Il faut qu'on mette en place un mécanisme de solidarité dans la recherche, dans la réflexion scientifique, connaissance empirique et scientifique des laboratoires. Et nous allons sortir une formule de développement durable. Donc, je voudrais, par rapport à votre question, répondre à ce niveau. Le tracteur, ou la roue, tracteur, ou la charrue, c'est pas là le problème. C'est comment nous percevons la chose. C'est quelle stratégie nous mettons en place. Comment tout le monde participe de façon inclusive. C'est ça. Voulons-nous mettre en place un système de développement endogène ou exogène? C'est là le débat. Quel mode de financement nous mettons en place et pourquoi? Comment on évalue? Comment nous, société civile paysanne, évaluons-nous les politiques agricoles de nos pays? C'est ça. Il faut qu'on arrive à créer des cadres de concertation, d'évaluation de tout ce que nos politiques mettent en place pour nous. C'est là. Quand on aurait atteint ce niveau, nous aurons atteint un niveau de maturité démocratique. Je vous remercie. Je voudrais juste rajouter un petit mot, c'est que bon, c'est vrai qu'il y a effectivement possibilité au niveau solidarité d'apporter une aide sous forme de conseils, etc. dans les pays d'Afrique. Mais moi, j'ai écouté avec beaucoup d'émotion l'intervention d'Aliou, parce que je crois que on a aussi beaucoup de choses à apprendre d'eux. Je veux dire, au départ, on parle de 3 vaches, mais quand même, on a une logique où on produit en pensant déjà dès le début dans sa philosophie avec une agriculture diversifiée. Or, nous, on est dans une logique de monoculture qui nous emmène droit dans le mur. Et je crois il faut vraiment qu'on regarde aussi ce qui se passe dans les pays du Sud, parce que je crois que si nous voulons passer ce siècle, il faudra qu'on reprenne ce qui se passe là-bas. Voilà. Et qu'on ne se contente pas de détruire. Donc, Claude, toi-même, tu disais tout à l'heure, excuse-moi, je prends la parole. Il y a un tour. Tu disais toi-même que l'agriculture, elle est faite dans un pays, elle est faite dans un autre pays. Mais comment faire pour transposer notre agriculture, je parle de notre agriculture européenne, dans une agriculture comme l'Afrique
Non, mais Quel conseil nous on a à donner à on n'a des pas de gens conseil à donner. On n'a pas des gens. Nous on travaille une terre qui est noire, eux ils travaillent une terre qui est rouge. Qu'est-ce que je vais apprendre moi à un Africain qui plante du riz, moi qui suis paysan en Bourgogne, comment je vais lui apprendre moi à planter son riz dans sa latérite? C'est pas possible. C'est pas possible. Non, voilà. C'est pas de ce côté-là qu'il faut espérer quoi que ce soit au niveau de l'aide. Mais c'est pas ça la solidarité quelque Mais non, part. c'est pas possible. La solidarité, c'est quand même c'est plus ambitieux que ça. Et on peut très bien défendre là-bas et défendre ici en même temps. C'est pas l'un contre l'autre. Vous parliez d'esprit hexagonal. Mais on peut très bien défendre les gens ici en les défendant eux. C'est là-dessus que ça marche pas. Bon, on nous a striné pendant 15 jours sur la compétitivité, en disant qu'il fallait que nos entreprises soient compétitives, donc qu'elles délocalisent, que le travail coûte moins cher, et blablabla, blablabla, blablabla. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire en termes d'agriculture. Ça veut dire que l'Europe va sur des marchés extérieurs pour vendre, pour vendre des voitures, pour vendre ce qu'on a à vendre dans des pays en développement, dans des pays émergents, et contre quoi? Hein? C'est quoi, là, dans une négociation, quand on vend quelque chose? C'est pour avoir... Hein? Et qu'est-ce qu'il faut donner? C'est l'agriculture. C'est toujours l'agriculture contre les services. C'est toujours l'agriculture contre l'industrie. Ça, on n'en veut pas. Ni nous, en Europe, ni eux. Shut up, please. Il y a une question là. C'est vous, c'est vous. Simplement la quelque chose, monsieur. Lorsque François Soudan Laissez, vous poserez, s'il vous plaît, vous poserez votre question après. J'ai une autre personne ici, j'en ai une autre à ma droite. À vous, monsieur. Merci. Des exposés de nos amis sénégalais et togolais. Moi j'ai retenu, alors je suis peut-être été à la certes, mais j'ai retenu trois problèmes principaux: la formation, l'accaparement des terres et la libéralisation des échanges. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Alors, je pense qu'effectivement, ce qui relève de la formation, ça peut, et le représentant de l'API l'a démontré tout à l'heure, on peut avoir des actions directes, échanger nos cultures, nos techniques, etc. etc. Et il y a des choses à faire là-dessus. Sur les deux autres sujets qui sont des sujets essentiels, libéralisation des échanges et accaparement des terres, à mon avis, là-dessus, il y a deux armes. Elles s'appellent plaidoyer et bulletin de vote. C'est tout. Plaidoyer parce que ce sont des orientations qu'il faut dénoncer, parce que sur l'accaparement des terres, ça l'est d'ailleurs de plus en plus, parce que c'est une honte qui est de plus en plus connue et scandaleuse et dénoncée. Sur la libéralisation des échanges, il y a encore du boulot, parce qu'on est encore à l'époque où c'était la panacée. Et la richesse générale des nations et des peuples devait venir de la libéralisation des échanges. Alors, on en sort tout juste. On commence à parler de libéralisation au niveau des régions, et plus seulement au niveau international. Mais regardez ce qui se passe au niveau du concert des nations. C'est Taki va être le premier sur la demande de la liste supplémentaire pour adhérer à l'Organisation mondiale du commerce. Donc c'est bien qu'effectivement il y a encore au niveau des dirigeants politiques des pays du Nord comme des pays du Sud l'idée que c'est par cette libéralisation qu'on va se dérouiller. Et c'est là-dessus qu'il faut c'est ce qu'il faut aussi dénoncer. Donc, de ma petite fenêtre, je dis que sur ces deux problèmes essentiels, accaparement et libéralisation des échanges, il n'y a que deux armes, le bulletin de vote et la dénonciation et le plaidoyer. Dénonciation comme par exemple une manifestation comme celle qui a lieu aujourd'hui contre l'accaparement des terres en France, du côté de Nantes, par exemple.
l'unique élément de réponse en tant que militant d'AFDI, c'est que... Il faut. Sur Madagascar, le fait qu'on accompagne l'AFDI et d'autres organisations un peu partout dans le monde, les paysans malgaches pour se structurer, ça a quand même en partie, enfin je ne dis pas qu'on est pour grand chose à temps, mais quand même je pense qu'on a un peu apporté notre pierre. Les organisations paysannes, quelques organisations de développement, des organisations un peu style chambre d'agriculture chez nous, avaient aussi un volet syndical, et elles se sont regroupées en fait au niveau national. Et quand DEU a proposé de contractualiser avec le gouvernement malgache pour accaparer à peu près le quart de la surface agricole facilement exploitable, comme par hasard, 3 mois après, le président Ravaloman était foutu dehors. Donc on peut penser qu'il y a quand même un petit peu un lien de cause à effet. Donc formation des hommes, formation des hommes, formation des hommes, ça fait des citoyens. Moi, je voudrais ajouter juste un petit point. Je ne comprends pas pourquoi les questions liées à la nourriture doivent être débattues à l'OMC. Est-ce que c'est pas possible qu'on retire ce dossier-là des débats à l'OMC pour le mettre ailleurs? Est-ce qu'on doit traiter, on doit discuter de la nourriture comme du pétrole ou autre chose? Moi, je me demande si l'OMC est le mieux où on doit discuter des sujets de l'agriculture. Je me pose la question, est-ce que... Et puis, rappelons-nous qu'on est rentré dans un autre siècle. Tout ce qu'on a fait pendant 100 ans, de 1900 à 2000, devait être capitalisé pour changer ou pour améliorer dans le 21e siècle. Et on fait déjà 12 ans dans le 21e siècle. Est-ce qu'on doit continuer avec les anciennes pratiques? Merci. J'ai le micro, donc je vais poser une question. Ma question s'adresse à Aliou Sankoulé Baldé. J'ai beaucoup apprécié son exposé. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas très bien là. J'ai beaucoup apprécié son exposé. Il était très intéressant sur plein d'aspects. J'aurais plein de questions à lui poser, mais je vais essayer d'en poser que quelques-unes. Par exemple, quand il donne du tourteau d'arachide à ses animaux, est-ce que ce tourteau d'arachide vient du Sénégal ou vient d'ailleurs? Que fait-il de son lait? Que fait-il de sa viande? Est-ce que c'est commercialisé? Quels sont les problèmes qu'il rencontre? Est-ce qu'il y a une concurrence sur ces produits par rapport aux exportations de l'Europe au Sénégal? Des questions comme ça, j'aimerais qu'il nous dise ce qu'il en pense, comment il vit ça. Merci. Vous savez, le tourteau d'arachide, nous sommes des cultivateurs d'arachide. On a des machines chez nous qui pressent de l'huile. Le tourteau, ça nous appartient. Il y a des zones qui ne pressent pas. Je fais partie de ces zones où il n'y a pas de machine presseuse. Mais dans la frontière entre la Gambie et le Sénégal, il y a des machines, surtout dans le nord du Sénégal. Là-bas, quand nos unions puissent aller se procurer du tourteau d'arachide ou du soja. Ouais. Maintenant, notre objectif, c'est avoir du lait au niveau du Kolda en capacité, en intense, au lieu d'importer du lait d'Européens au niveau du Sénégal. Mais nous ne sommes pas vraiment au top niveau, mais nous sommes au début pour le moment. Et vous le vendez comment, le lait? On les vend dans les unités, on a des unités de transformerie. Oui. Voilà. Ils font du lait caillé et du fromage. Des crèmes même actuellement au niveau de certaines régions. Voilà, est consommé par la population. Oui. Merci. Et pour la viande, alors? Bon, il y a certains éleveurs qui font l'élevage bovin pour la viande, mais c'est peu nombreux chez nous, là où je suis. Nous, on s'occupe seulement du lait. Oui. Village de réforme, vous faites quoi? Pardon? Village de réforme, vous en faites quoi? Des vaches, bon, enfin,
Il y a des vieilles vaches, mais on les garde un tout petit peu, après on vend. Pour la boucherie. Qu'est-ce que c'est la boucherie? Pour tuer, pour manger. Oui, en général, on vend ça à Kolda, les boucheries. Oui, oui. Oui, le plus souvent. Kolda, c'est combien d'habitants? Bon, je ne maîtrise pas là, vraiment la densité, vraiment. Non, mais à peu près. Non, je ne veux pas vraiment. Je ne veux pas vous faire mentir. Tout ce que je ne connais pas, je ne vous réponds pas. Je ne vous réponds pas. Ce que je ne connais pas, je ne connais pas. Je suis éleveur, je suis paysan, comme vous l'imaginez. Tout ce que j'ai dit ici, peut-être, je ne veux pas vous faire mentir. Ce que j'ai pratiqué, ce que je connais, c'est ça que je vous informe. Alors sur votre troupeau, simplement, je termine là. Vous êtes nomade un peu ou les troupeaux sont comment ça marche? Sont sédentaires, souvent. Sont sédentaires. C'est-à-dire que vous les nourrissez toujours ou vous les mettez dans la campagne? Non, elles sont toujours dehors, même si ça pleut pendant l'hivernage et pendant la saison sèche, elles sont toujours dehors. Mais on choisit les meilleures vaches laitières qu'on stabilise au niveau c'est vous dans les bâtiments. Mais chez nous, il n'y a pas de bâtiment. On fait des craintins, ou bien parfois on entoure et on les laisse à l'air libre. Le matin, on les traite, le soir, après avoir terminé le traitement, la traction, on les laisse se pâturer dans la brousse. Le soir, elles reviennent à tout seul. Mais à partir du mois de mars, il fait chaud, mars, avril, mai, on les garde sur place. C'est la raison pour laquelle maintenant, on veut vraiment faire la fournaison d'herbes en pagaille, en quantité, et plus les complémenter sur place et les faire boire sur place. Pour voir qu'elles vont donner de résultats comme de production. Voilà. Merci. Ça veut dire que quand elles sont pas... Ça marche. Oui. Moi j'avais une question. Donc, je suis actuellement étudiant dans une école d'ingénieur agronome au développement international. Et j'ai lu en cours et découvert il n'y a pas longtemps que au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, par exemple, le lait d'Europe était importé en forme de lait en poudre et donc qui concurrençait le lait local. Donc ma question c'était est-ce que vous arrivez à vendre votre lait vis-à-vis de la concurrence du lait en poudre qui est importé par l'Europe? Est-ce que ça pose des problèmes? Voilà. Et si vous arriviez aussi à stocker votre lait pour, pareil, essayer de le vendre au meilleur moment pour toujours ce problème avec la concurrence des importations qui viennent d'Europe, des produits qui sont meilleur marché. Et si c'est vraiment le cas qui sont réellement meilleur marché. Voilà. Si je comprends bien votre question, c'est le lait en poudre qui arrive chez nous, c'est la concurrence. Parce qu'on connaît bien ce lait de vache qu'on a cherché, n'est-ce pas? Qu'on a mis en poudre, qui arrive chez nous. Comme nous, on a des vaches, on n'a pas manque de moyens pour pouvoir l'exploiter, pour avoir beaucoup de lait. Mais comme on commence à le faire, je ne sais pas quand est-ce on aura la quantité que vous pour faire en poudre. Mais notre objectif, c'est d'atteindre à ce niveau-là. Voilà. Il y a d'autres, dans le mois de Ramadan, qui n'aiment pas prendre le lait en poudre. Ils préfèrent notre lait directement, notre lait de vache. Mais d'autres n'ont pas de choix. Mais le lait que nous produisons, d'autres préfèrent que de lait en poudre. Voilà. Et du point de vue des prix, parce que c'était la question qui était posée, pardon. Le prix de litre chez nous, oui. Bon, actuellement, c'est à 300 francs le litre.
Oui, c'est à 300 francs dans les unités de transformeurs. Mais au village, c'est à 250 entre nous, on vend ça le litre à 250. Voilà. Et le lait en poudre? Non, nous, pour le moment, nous ne sommes pas atteints au niveau de transformation en poudre. Si quelqu'un achète du lait au niveau de la transformerie, c'est à 400 francs. En euros, j'ai demandé à mes tuteurs, c'est presque. Notre litre est supérieur à le prix de votre litre. Hein. Le prix de notre litre est supérieur à votre prix de litre. Oui. C'est vous, c'est à 3 centimes. Ou bien 30 centimes d'euros. Combien? 30 centimes d'euros le litre ici. Chez vous? Non. À la production. Chez les paysans. À la production. C'est ce que je l'achète en vrai. À la production, oui, le litre. Là où j'étais hier, j'ai demandé le litre. Vous le payez, vous le vendez ici à combien? Il me dit c'est à 3 centimes. 30 centimes, ça correspond en francs CFA, c'est combien? À 300 francs. D'accord. Pour que ce soit comparable, il faudrait connaître également combien de francs CFA gagne quelqu'un en moyenne par rapport à combien d'euros gagne quelqu'un en moyenne ici. Je crois qu'effectivement, tu as raison. Si on regarde par rapport, relativement par rapport au niveau de vie, c'est bien plus cher chez nous. Ouais, simplement, moi je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ces exportations. Les exportations de l'Union européenne, elles arrivent sur les marchés africains, globalement, et pratiquement uniquement dans les villes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'urbanisation va tambour battant, vu qu'on chasse les paysans de leurs terres pour faire des je ne sais quoi. Bien évidemment, les gens qui arrivent en ville, il faut qu'ils mangent. Et puis, par toutes sortes de biais, de programmes, on a aussi généralisé et imposé notre mode de consommation, donc avec de la viande, du pain blanc, du lait et des choses de ce genre-là. Et ce qui se passe, c'est que souvent les paysans des campagnes n'ont pas réellement accès au marché urbain, parce qu'il faut tout faire là-bas. Donc, ils vendent dans leur entourage immédiat sans vraie difficulté de concurrence, parce que pour le moment, les échanges ils sont un petit peu limités faute d'infrastructures. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut qu'on continue. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que ces exportations de l'Union européenne vers l'Afrique, elles sont, peut-être que à la production c'est 30 centimes, mais dessus il faut ajouter l'aide laitière et puis les aides à l'exportation qui sont interdites par l'OMC, mais qui continuent quand même. Voilà. Donc c'est un vrai problème. Et puis enfin, mes camarades là ne l'ont pas dit, mais ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, c'est qu'il existe une plateforme qui s'appelle le ROPA, le Rassemblement des organisations paysannes de l'Ouest africain, que le ROPA est très influent, ils font un très bon boulot, ils sont dans tous les villages, dans toutes sortes de formations, par exemple sur les parts filières, pour le lait, pour la viande, pour le caoutchouc, pour le cacao. Le ROPA est très, très influent, ils font un très bon boulot de base, et c'est aussi parce que le ROPA fait beaucoup de travail sur les enjeux de la libéralisation des échanges, que l'Afrique de l'Ouest n'a toujours pas signé les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Voilà. Donc, il y a une résistance aussi en Afrique. Et il y a une société civile qui, si elle n'est pas consultée, sait dire et faire valoir ses droits quand même de temps en temps. Juste 2 secondes, Rachid, juste pour compléter ce truc-là. Dire également qu'il y a un certain nombre de produits agricoles qui partent de chez nous là-bas parce qu'on a des surplus agricoles, et donc ces produits-là, en fait, on peut les brader, on peut même les donner, parce que de toute façon, ils ont été destinés c'est des résidus, en fait. Hein. Alors, je ne connais pas bien le dossier pour le lait, mais c'est le cas en général dans pas mal de... on a tous en tête le cas du poulet, des choses comme ça. Et donc, automatiquement, dès qu'on met l'alimentation dans le cadre d'un marché, hein, parce que
que Valentin nous l'a bien dit, hein, c'est devenu une marchandise au même titre que le pétrole ou autre. Et ben, le marché, c'est souvent un problème d'offre et de demande. Quand dans un pays, on augmente l'offre sans que la demande augmente, automatiquement, ça a une incidence sur le prix des produits. Et là, ça concerne bien entendu les paysans locaux. Oui, merci. En fait, c'était juste... la question était un peu dans l'état d'esprit suite au débat sur l'objectif, c'est d'arriver à être au même niveau que l'Europe, ou concurrencer, entre parenthèses, l'Europe. Moi, je pense qu'il faut peut-être se placer plus sur un objectif d'autosuffisance avant tout, avant de parler de concurrence. Et l'autosuffisance, je pense que ça peut être aussi qu'un objectif politique. Et la question est grandement posée. Donc par Valentin, en effet, on voit le constat du siècle, si je me permets de le dire de cette façon-là, non seulement sur toute cette logique depuis un siècle qui consistait à couvrir plus une zone par rapport à une autre, et aujourd'hui c'est le schéma inverse un peu qui se fait. Ça me rappelle ce que vous l'avez dit, on a aussi sorti les objectifs du millénaire, qui consistaient à jusqu'à réduire à moitié, la pauvreté dans le monde d'ici 2015. 2015 c'est demain, donc on en est encore très loin. Est-ce que quelque part, quand on interpelle des politiques, entre parenthèses, de la communauté internationale ou européenne, le regard doit aussi être porté, et en premier lieu, vers les politiques portées en Afrique, c'est-à-dire nos dirigeants africains. Aujourd'hui, vous l'avez bien dit, c'est pas une prise de conscience qui manque, mais je pense moi que c'est un choix voulu. Et on le voit aujourd'hui brader des terrains pour, entre parenthèses, des capitaux chinois ou saoudiens. On sait bien ce qu'on en va en faire. C'est aussi une question d'ordre politique qui est posée pour les Africains eux-mêmes. Et il ne faut pas aussi oublier qu'il y a quelque chose dans ces échanges solidaires plutôt, c'est pour ça qu'on ne parle pas de transfert de compétences. Bon, aujourd'hui, nous, on refuse tous les projets dans d'autres domaines qui viennent, qui nous disent voilà, je vais remplir un conteneur pour aller aider les pauvres petits Africains de l'autre côté. Nous, on dit non, c'est pas notre façon de soutenir l'Afrique. Par contre, dire voilà, je mets en disponibilité pour aller me former et échanger en termes techniques avec des collègues africains pour que eux-mêmes, justement, développent des projets locaux, là, c'est les vraies notions honorables de développement. Donc, il faut qu'on se place dans ces logiques. Et il faut juste savoir que ces logiques-là existent aujourd'hui à travers ce qu'on appelle la coopération décentralisée. Bon, tout peut être critiquable. Il y en a qui fonctionnent, il y a d'autres qui sont plutôt de concepts purement techniques, mais il y a des coopérations qui sont vraiment ouvertes sur les populations. Je ne vais pas développer ici ce qu'on fait par exemple au Bénin, mais sachez que quand vous avez des élus démocratiquement dans un territoire européen, quel qu'il soit, et qui sont sur ces notions vraiment de respect, développement mutuel, il faut qu'on ait l'équivalence de l'autre côté, c'est-à-dire en Afrique ou dans les restes des pays du monde. Donc pour moi, c'est la question, elle est aussi d'ordre politique. À qui on a affaire? Est-ce que les partenaires locaux sont crédibles? Et quelle est leur vision surtout? Donc je tiens à te remercier pour remettre un peu les pendules à l'heure et dire peut-être changer de regard passe aussi par le changement de certains concepts qu'on véhicule. Moi, je pense que les pays du Sud se sont retrouvés embarqués dans un train à grande vitesse et malheureusement nous sommes dans le dernier wagon. Et la locomotive est devant et nous allons à la même vitesse. C'est là où il y a problème aujourd'hui, parce que les politiques internationales nous ont embarqués dans la même locomotive. Alors que pour toute chose, il y a une démarche méthodique à suivre. Nous lisons un peu l'histoire de l'agriculture française, quand en 1881 ou 86, je ne sais plus, la France avait pour la première fois le ministre de l'Agriculture. Il y a eu sa stratégie qu'il a mise en place, c'est d'abord de protéger les agriculteurs, de les équiper de fait. Quand vous prenez l'agriculteur français, il ne vous dira pas quand son terrain a été aménagé, dessouché, etc. Il ne vous dira pas. Ça remonte à quand, il ne sait pas. Nous avons la forêt, il faut défricher, il faut faire tout avec la hache, il faut faire quoi? Et du coup, nous constatons que nos villes deviennent modernisées, la télévision, la publicité aidant. Nos cadres ne veulent plus manger ce que nous produisons parce que ce n'est pas emballé, ce n'est pas la mode. C'est là où il y a problème. Moi, je produis mon riz naturel, sans engrais, sans faire rien. Pour le vendre, je le vends en partie. Je ne peux pas le transformer. J'amène au marché, je le vends. C'est un autre commerçant qui va où je ne sais pas, il vient prendre ça.
Par contre, il y a du riz qui vient de la Chine, de la Thaïlande. Moi, j'ai lu sur un sac de riz only for dog. C'est ce que les gens mangent parce que c'est moins cher. C'est parce que c'est moins cher. Et c'est le jour de fête d'ailleurs qu'on achète ce riz. Par contre, si nos grands frères ou nos frères qui ont été à l'école de l'économie, qui connaissent ce qu'il faut, devaient nous permettre de développer un système, un modèle d'économie solidaire, ville-campagne, pour que celui qui est en ville, qui travaille, pour qui moi je paie les services, parce que quand moi je suis malade, je vais payer l'ordonnance chez le médecin, le pharmacien, etc. C'est ça qui fait leur salaire. Que lui achète mon produit, qu'il le mange. Et donc l'argent que moi j'envoie chez lui comme salaire, que ça retourne dans mon champ, il paie directement ma roue. Mais quand il prend ça, il paie un soc d'un agriculteur américain ou chinois. Ça veut dire que l'argent qui est mis en circulation passe par une autre fenêtre qui va dans d'autres continents. Comment on peut se développer comme ça? C'est pas possible. Même ici, j'ai commencé à voir le rapprochement de la filière. On parle de quoi? De Biocop, des AMAP. Les gens commencent à comprendre que c'est en se finançant qu'on peut faire un développement durable. Mais nous sommes encore dans les nuages. Qu'est-ce qu'il faut faire? Des fois, je ne dors pas les nuits. Je me dis, comment on peut changer les choses? Est-ce que tout pourra être changé avant que nous quittions ce monde? Nos enfants, nous devons semer chaque jour alors. Et c'est un jour de semer aujourd'hui. Merci. Une question là. Ouais, moi j'avais une question qui concerne le Forum social mondial, donc ce grand rassemblement intermondialiste qui s'est réuni à... On m'entend ou pas? Donc le Forum social mondial qui s'est réuni à Dakar en février 2011. Je voulais savoir déjà si vos organisations y avaient participé. Donc moi j'y étais et j'ai vu que c'était un rassemblement qui avait été vraiment intéressant dans le sens où il y avait énormément d'organisations de paysans venus de toute l'Afrique qui étaient là rassemblés à Dakar et qui montraient un petit peu les alternatives qu'ils essayaient de mettre en place sur leur territoire respectif, où ils essayaient d'expliquer un petit peu les difficultés qu'ils rencontraient, de montrer que ces difficultés existaient un petit peu partout en Afrique et qu'il y avait moyen de se rassembler et de porter un message commun aux politiques notamment, et puis éventuellement à l'Europe et aux États-Unis, au grand de ce monde. Donc voilà, ma question c'était de savoir si vous y aviez participé et si ça vous avait apporté quelque chose, si vous aviez pu vous mettre en réseau avec d'autres organisations africaines et créer et monter des projets ensemble, créer des choses. Au Sénégal, je n'y étais pas, mais j'étais à Belém. J'étais aussi, en ce temps, moi je suis membre actif d'Europa, comme madame vient de le dire, et de la PAFO, la plateforme des associations paysannes de l'Afrique. J'étais à Yaoundé. En ce temps, j'étais à Orsen, au Danemark, pour les APP. Donc c'était un collègue qui était à Dakar. Voilà. Je pense qu'au niveau national, au niveau de nos organisations de base, nous travaillons sur la possibilité de créer des cadres de concertation qui se constituent en force de proposition au niveau local pour pouvoir nous approprier du processus de décentralisation. Parce que tout doit commencer dans les communes rurales pour que, à chaque fois qu'il y a une décision à prendre, que nos points de vue aussi soient pris en considération. Mais vous connaissez le monde rural africain, c'est pas comme ici, on peut s'envoyer Internet, on peut utiliser le téléphone, c'est autre chose. C'est un autre monde. Et dans ce autre monde-là, il faut beaucoup de stratégies. Et pour cette stratégie, moi, pendant que je vais quitter mon champ, pendant 4-5 jours, parce que je vais sensibiliser à pied d'ailleurs, qui s'occupe de mon champ? Qui va nourrir ma famille? C'est là où il y a un problème. On a bien la volonté, on a un peu la connaissance, mais c'est compliqué des fois. Oui, je m'adresse au représentant du Sénégal, ça s'entend? Oui. C'est au sujet du lait en poudre. Alors, le lait en poudre, tout le monde le sait, doit être dilué dans de l'eau. Quel est l'état de l'eau des régions, enfin des villes où les mamans préparent le lait pour leurs enfants? Est-ce qu'il n'y a pas un danger si l'eau n'est pas potable?
question en fait portait sur l'état de la qualité de l'eau dans ton pays, le Sénégal. Est-ce qu'il n'y a pas un danger également avec, justement, puisqu'on parlait du lait en poudre qui demande de l'eau, donc comment est l'état de l'eau, s'il y a des personnes qui... voilà. Merci. Moi, je pense que votre question est un peu intéressante. Ce que je remarque chez nous, je ne sais pas comment vous imaginez ça, vous croyez, l'eau est potable. Notre lait, nous on n'a pas de lait poudre, le lait qu'on extrait dans nos vaches. C'est le lait liquide directement mélangé avec du condensat au sang, soit au vive. On ne mélange pas avec de l'eau. Contrairement à le lait en poudre qu'on importe, qu'on chauffe, après on met dans le lait en poudre. Je pense avec ça, il n'y a pas de risque. Le fait que je dis d'autres, nous n'en consommons pas, c'est bon. Chacun a son choix. Moi, je préfère, moi-même, personnellement, j'aime le lait en poudre qui provenant du pays européen. Il y a d'autres. Bon. Le lait, ceux qui choisissent, c'est en particulier ceux qui habitent en campagne. Ce n'est pas dans les villes. Le lait en poudre est consommé partout dans le Sénégal, dans les grandes villes, ou dans les petites villes. Mais moi, je dis chez moi, certaines, ils ne sont pas plus de à 80%. Ouais. Ne vous en faites pas, est-ce que ça vous, je pense, ça vous blesse un peu quand même, je pense. Ah voilà. C'est à dire, je pense, je parlais justement ce qu'on veut chez nous aussi. C'est avoir beaucoup de lait et arriver à votre niveau pour qu'on puisse transformer notre lait en poudre, qu'on puisse nous aussi de vendre stérilement. C'est pas le fait qu'on ne veut pas votre lait. Non, pas du tout. Vous m'excusez, hein. Voilà. Vous êtes satisfait de la réponse? Merci. Avant, comme on signifie que je n'avais pas droit à la parole, je voulais vous dire que... C'est pas une question de pas droit à la parole, mais c'est ta tendance à la monopoliser quand on te donne. Si tu peux faire court, ce serait bien. L'élaborage de Manuel de la France, et non pas Ousmane. Je pense que le développement agricole en France est basé sur cette logique, pour ceux qui savent comment l'agriculture française a été développée, au distinguant même de l'industrie. Vous avez dit, monsieur, que vous ne savez pas pourquoi la question alimentaire est rentrée dans la régulation de l'OMC. Il faut savoir que c'est Joseph Duc, lorsqu'il était directeur de la FAO, qui a demandé à Pascal Lamy je pense que c'est Pascal Lamy, d'intégrer ce problème pour résoudre les écoulements des produits européens dans les pays africains pour rentrer dans la compétition internationale. Je pense que ce n'est pas simplement un complot, c'est même un Sénégalais qui a demandé à ces personnes-là. Lorsque vous dites que tous ces problèmes, vous ne savez pas comment les résoudre, moi je pense quand même que nous, quand on était jeunes étudiants, on a essayé de faire des tests sur pourquoi les paysans africains, vous produisez ce que les Africains ne mangent pas et vous achetez ce que vous nourrissez. C'est une question irrésolue et je pense que le vice-président a dit quelque chose tout à l'heure. Je pense que c'est ça la réalité. Vous êtes des héros à vouloir faire quelque chose en Afrique. Et vous n'êtes pas des agriculteurs africains. Pourquoi ? Les agriculteurs africains sont dirigés par ceux qui ont des capitaux à investir dans l'agriculture. Je suis originaire du Nigeria. Ok ? J'ai participé à des études dans le passé pour savoir de quelle manière de lancer l'agriculture, c'est-à-dire renverser la dominante des produits d'exportation au profit des produits vivriers. Je parle sous le contrôle de quelqu'un dans la salle qui sait très bien que c'est notre problématique fondamentale. Or, ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est que vous paysans africains, est-ce que vous savez que les terres africaines ne vous appartiennent pas? Et de quelle manière vous pouvez pratiquer l'agriculture de votre choix?
Nous mangeons en Europe des fraises qui viennent de Burkina Faso, des haricots qui viennent de Cameroun. Au même moment, on vous envoie de lait en poudre. Relisez de ce que disait Susan George, comment meurt l'autre moitié du monde. C'était dans les années 70. On n'est pas encore sorti de la problématique. La seule chose que je voulais vous dire, c'est que c'est pas la peine de s'imaginer que c'est de l'attaque ou c'est de la violence ou de le monopole. Il y a une répartition internationale de production, que vous le vouliez ou non, soit vous êtes performant en agriculture pour nourrir la population, soit vous n'êtes pas performant. Il y a des Africains qui vont crever la gueule ouverte. Je suis désolé. La performance, c'est quoi? C'est produire pas cher. Le monde, quand il parle de performance, le monde économique, il ne parle que de coûts. Alors, si on ne paye pas la main-d'œuvre, évidemment, on peut délocaliser la récolte des fraises. Parce que moi, j'ai des fraises, je gagne pas 10 € de l'heure. Hein. Je suis paysanne, alors évidemment, ce que je gagne de l'heure, tout le monde s'en fout, hein, franchement. Bon. Et puis, alors encore plus, parce que le standard, il est encore plus bas. Mais c'est ça la compétitivité. En fait, c'est une question de valeur. La compétitivité, pourquoi? Qu'est-ce qu'on recherche? C'est tout. Et Susan George, elle dit rien d'autre. Elle dit rien d'autre qu'il faut changer de paradigme. Voilà. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Parce que continuer comme ça, on voit où ça nous mène. Continuer comme ça, c'est le nombre d'affamés dans le monde qu'augmente tous les ans, et inexorablement. C'est pas normal. Enfin, je veux dire, c'est même pas la peine de dire que c'est pas normal. Voilà. C'est là où on va. Donc, je veux dire, faut arrêter ça tout de suite. Et puis il faut aussi une autre chose aussi que j'ai entendu un petit peu en filigrane, c'est dire que les élites africaines ont une part de considérer que peut-être il y a une part de responsabilité des élites africaines, blablabla. Bon, moi je veux bien entendre ça. Hein. Mais il y a pas mal de chefs d'État africains qui sont au pouvoir parce que c'est ceux-là qu'on a mis, nous, au pouvoir. Parce qu'ils sont suffisamment dociles pour accepter certaines choses. Donc après, on ne peut pas non plus dire que c'est dommage parce que la démocratie ne marche pas et parce qu'ils ne défendent pas leur peuple. Hein. Et puis aussi, quand des États bradent des terres, c'est pas que parce qu'ils veulent faire de l'argent, ce n'est pas que par des profits personnels, c'est aussi parce que nous autres Européens, parce que les pays riches, font toutes sortes de pressions pour que les terres soient bradées. Les pressions, c'est le FMI, c'est des plans d'ajustement structurel, c'est tu signes les accords de partenariat économique, je vous assure, il y a toutes sortes de pressions qui se passent derrière les coulisses, dans les coulisses de l'OMC, dans les coulisses des négociations. Et ça, bon, c'est pas parce que c'est pas visible que ça n'existe pas. Voilà, c'est tout. Je passe la parole en temps, je dois juste peut-être préciser, parce que tout le monde ne le sait pas forcément, c'est que pour faire partie de l'OMC, il faut s'engager à un certain nombre de choses, et parmi les choses sur lesquelles il faut s'engager, c'est de commander à l'extérieur de son pays une part substantielle de tout ce que l'on consomme. Donc même si un État pourrait décider comme ça, démocratiquement, parce qu'il a été élu par son peuple pour ça, de dire moi je veux l'autosuffisance alimentaire dans mon pays, on est capable de produire suffisamment pour nourrir notre population avec notre agriculture vivrière, il serait fatalement condamné par l'OMC qui a un tribunal parce qu'il ne respecte pas cette règle-là. Donc en fait, c'est des règles qui sont mises sciemment pour aller automatiquement vers le moins cher sur le marché à des prix qui sont fixés par des spéculateurs à Londres, à Paris ou... Je voudrais juste ajouter une virgule pour dire que la preuve se démontre ici. Vous avez cité Jacques Dieu, Pascal Lamy, c'est eux qui ont dit de porter le débat de, moi j'appelle la nourriture, sur la table du commerce. Et je dis toujours que c'est la chance ou le malheur que nous avons que certains parmi nous qui sont sortis de nos communautés rurales, ils puissent avoir la chance d'aller à l'école, mais qu'ils ne soient plus avec nous pour nous écouter et porter nos voix là où il faut. De tout ce qu'on dit là, quand on parle de changement climatique, quand on parle de la crise alimentaire, de la crise financière, etc., c'est pas les paysans. Nous avons toujours produit. Il y a la guerre, sécheresse ou pas, nous produisons. Mais ceux qui consomment ces politiques, qui les évaluent, qui les mettent en œuvre, qui font tout, c'est eux.
C'est eux. Mais je respecte les intellectuels. Mais il faut qu'on mette au centre de nos réflexions l'être humain. Le développement sans humanisme est une dérive grave. Il faut que chacun revienne dans sa conscience. Merci. Encore une question quand même? Alors, dernière question. C'est pas vraiment une question. C'est une invitation. On a un petit peu bavardé tout à l'heure avec nos invités, avec Valentin, qui nous parlait de sa ferme école. Et j'aimerais simplement qu'il parle un petit peu de ce projet. On parle beaucoup de formation, et donc aussi il y a une initiative et une alternative à présenter. Merci. Je n'avais pas voulu aborder ce sujet parce qu'on était sur un sujet d'ordre général. Au fait, j'ai été depuis 1984 paysan. Mais à partir de 1992, lorsque je regarde autour de moi comment mes frères paysans, mes collègues, mes de fin, après ma formation, j'ai dit je vais prendre une part de mon temps pour faire de l'animation villageoise, de la vulgarisation. Et c'est comme ça qu'en réfléchissant, j'ai commencé par organiser mes pères dans les villages et je me suis dit ça ne peut rien changer. Je me suis engagé, j'ai pris le risque à l'époque de mettre en place un mouvement à caractère syndical au Togo dénommé MAPTO. Peut-être que certains parmi vous connaissent, le MAPTO est soutenu par le CCFD. Ce mouvement compte aujourd'hui près de 20 000 paysans membres au Togo. Donc j'ai porté ce mouvement de 2002 à 2012. J'ai dit ça va. Pendant ce temps, j'étais vice-président national de la plateforme des organisations paysannes du Togo. Le président a démissionné et j'ai assuré l'intérim depuis 6 mois. J'ai arrêté. J'ai organisé les élections il n'y a pas une semaine avant que je vienne. Je ne me suis pas présenté comme candidat. Parce que dans ma tête, j'ai dit, je dois capitaliser mes expériences. Je pense, et j'ai déjà négocié un domaine pour créer une ferme d'apprentissage agricole. Je ne vais pas donner une formation diplômante, mais c'est une formation d'apprentissage agricole où les paysans viendront, je veux organiser, je pense organiser avec certains de mes collègues, mettre en place, organiser les parcelles pour mettre en place toutes les unités de production. Nous pensons planter les palmiers sur 5 hectares, les orangers sur 5 hectares, et dans ces 10 hectares de plantation, nous allons mettre les ruches. À côté, nous allons faire une retenue d'eau pour élever un peu de poissons, de sorte qu'en saison sèche, qu'on puisse produire les produits maraîchers. Comme ça, c'est un système de production intégré pour qu'à chaque moment de l'année, on puisse avoir un revenu. Nous allons réserver 15 hectares de forêt naturelle pour expliquer un peu la biodiversité, et puis le reste, nous allons produire et élever les poulets avec. Donc, et comme ça, nous allons mettre les consommateurs des villes en contact direct avec la ferme pour qu'ils nous disent ce qu'ils pensent qu'on produit pour eux, qu'on ait des échanges, qu'ils nous reprochent ce que nous produisons qui n'est pas bien. On va avoir des journées portes ouvertes, ils viendront voir ce que nous faisons, nous faire des remarques, nous faire des propositions. Et aussi, la ferme sera ouverte aux enfants du groupe primaire, du collège et du lycée de ma région. Et comme ça, les enfants viendront voir ce qui se passe. Parce que moi, je pense que le secteur agricole est le seul secteur pourvoyeur d'emploi dans les 20 prochaines années. Nos pays ne sont pas industrialisés. La population est croissante. Qui va nourrir qui? Donc voilà un peu ce que j'ai dans ma tête. Et c'est pourquoi je me suis retiré un peu des responsabilités nationales en restant une personne ressource au niveau national comme on ne voudrait pas. Et je vais me concentrer sur ma ferme. Mais là, la ferme, j'ai le domaine. Il faut que des bonnes volontés apportent leur contribution comme main forte pour soutenir l'initiative. Je vous remercie. Là, c'est grand, moi, je vais faire. Un petit mot pour conclure, déjà pour vous remercier d'être venu. C'était un pari un petit peu audacieux qu'on a fait, hein, parler d'agriculture à des citadins. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Disons que ceux qui sont venus ne sont peut-être pas des citadins. Les citadins sont peut-être de l'autre côté de la zone, mais partis. Bon, c'était vrai que c'était risqué.
C'était risqué parce que c'est vrai que dans nos associations, on a plus tendance à parler de ce qu'on voit concrètement, de ce qui nous touche. Alors, on va parler chômage, on va parler pollution, on va parler des choses comme ça, mais parler d'agriculture, c'est pas évident. C'est pas évident et pourtant ça nous a semblé nous essentiel parce que dans cette semaine de la solidarité internationale, la notion de droits essentiels, c'est un petit peu ce qu'on cherche à mettre en avant. Or, on l'a bien vu, on l'a bien vu dans la table ronde de ce soir, que ce soit au niveau de ce que peuvent proposer des gens comme Marc, par exemple, pour aider les gens sur place à se structurer, et également par rapport à You, c'est ton prénom, qui sont également demandeurs peut-être de conseils de technique. On a vu aussi, avec les interventions de Valentin et de Claude, que les problèmes, ils vont parfois bien au-delà de cette demande d'aide, que ce sont bien sûr des problèmes politiques, des problèmes économiques, et il faut bien qu'on comprenne aussi que dans les pays d'Afrique, ce qu'on appelle les pays du Sud, c'est pas du tout la même structure de société que chez nous, où nous, 70-80% de la richesse, c'est surtout basé sur des services. Ce qu'on appelle les services, c'est les banques, la distribution de l'eau, les grandes surfaces, c'est pratiquement l'essentiel de notre activité. Dans ces pays-là, l'essentiel de l'activité, c'est l'agriculture. Donc lorsqu'on déstructure, avec des politiques commerciales, avec des politiques économiques, l'activité des gens qui vivent de l'agriculture, on déstructure en fait la vie tout simplement de 75 à 80% des populations qui n'ont plus les moyens de se nourrir, des populations qui n'ont plus l'accès à la santé, qui n'ont plus forcément, alors maintenant ils ont de plus en plus l'accès à l'eau, mais ils n'ont pas forcément l'accès à l'assainissement de l'eau qui va avec. C'est un certain nombre de droits essentiels qu'on a essayé de mettre en avant, et on vous invite tout au long de cette semaine à venir participer à tout ce qui sera proposé par ces différentes associations qui constituent notre collectif. Et je vous remercie encore d'être venus ce soir.